Ouais, c'est bon. On recommence du début du coup. Oui. Donc, si tu pouvais nous présenter ton parcours en quelques mots, si c'était quelque chose, si le scientifique et le travail avec la cosmologie, c'était quelque chose que tu voulais vraiment faire depuis le début de ta vie, ou si c'était... Bah écoute, moi je crois pas en fait. Je pense qu'on n'a pas comme ça une sorte de prédestination, tu vois, une forme d'autoroute intellectuelle qui te mène forcément quelque part, qui serait en accord, en adéquation à ton être profond. Enfin, peut-être que c'est vrai, mais moi j'en ai jamais fait l'expérience. Je pense au contraire que ce qu'on aime, ce vers quoi on va tendre, que ce soit finalement intellectuel, culturel, amoureux, émotif, spirituel, ça résulte de beaucoup d'imprévus, de rencontres, d'aléas, de petites choses comme ça qui se sont placées sur notre chemin et qui nous ont fait bifurquer d'un seul coup. J'aime beaucoup cette idée que finalement il y a de l'instable dans notre formation intellectuelle et que donc la direction qui sera peut-être la dominante de notre parcours, elle ne soit pas écrite de toute éternité, ni dans notre ADN, ni dans les premiers instants de notre existence, mais que finalement elle soit la conséquence de ces infimes, ces petites choses, ces minuscules aléas qui, par une sorte d'effet papillon, sont devenus les événements structurants a posteriori et pourtant anodins sur le moment même de ce qui nous a forcé à faire des choix et ce qui nous a forgé dans notre profond intérieur. D'accord. Donc pour toi, c'est quoi ces petits aléas et ces petits cheminements dans ton parcours qui ont fait que tu t'es retrouvé dans la filière scientifique? Alors bien sûr, il y a eu des influences. Mon oncle, par exemple, qui est biologiste, m'a à la fois donné le goût de cette rigueur scientifique, mais en même temps, il a aussi fait des films avec son épouse et des livres avec un regard très poétique de nature fondamentalement artistique en réalité sur le vivant. Et j'ai trouvé que là se jouait quelque chose d'assez remarquable dans un mélange d'humilité, de modestie, d'émerveillement aussi, sans rien perdre d'un certain désir de factualité. Parce que finalement, la science, ce n'est pas qu'une froideur, c'est aussi, je crois, comme disait le peintre Watteau, une manière de réenchanter le réel. Et j'aime énormément cette idée qu'il y a aussi de la grâce, de la beauté et même de l'émotion dans le geste scientifique. Puis en ce qui me concerne, ça a été quand même la rencontre déterminante avec les animaux en fait, parce que j'ai toujours eu une sensation d'incroyable injustice dans la réification en quelque sorte à laquelle nous soumettons les autres vivants et les souffrances infinies dont ils sont les victimes pourtant non consentantes évidemment et même innocentes. Et je crois que évidemment, regarder les étoiles, travailler sur les trous noirs, les galaxies actives et le Big Bang, ça n'a rien à voir avec les animaux, mais ça a quand même à voir au sens où dans les deux cas, il s'agit de contempler l'altérité. Il s'agit de ne pas être simplement dans la réécriture constante, permanente de nos désirs, de nos fantasmes, de nos attentes. Il y a quelque chose pour moi, tu vois, de s'extraire du narcissisme, c'est-à-dire d'essayer de regarder avec des yeux d'enfant nietzschéen le monde qui nous entoure, que ce soit le vol d'une mouche, la saccade des pas d'une fourmi, ou finalement les pulsations d'une étoile à neutrons. Ce qu'il y a pour moi de commun à tout ça, c'est d'aimer en fait l'autre pour ce qu'il est, qu'il s'agisse d'un objet ou d'un animal, et non pas simplement pour ce qu'il m'apporte, ce que j'attends de lui et la manière dont je pourrais l'utiliser. Ok. Et si on reprend la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui te plaît dans le champ scientifique maintenant que tu y es? Qu'est-ce que tu trouves comme passion, comme quelque chose qui te fait grandir, épanouir? Oui, je dirais que ce qu'il y a de magnifique et qui, moi, me touche, c'est justement cette articulation un peu étrange entre, d'une part, une très grande créativité. Parce que je pense qu'on invente les théories. Je ne crois pas, je ne peux pas le prouver naturellement, mais mon ressenti profond, c'est que nous ne sommes pas, tu vois, dans un geste de dévoilement, comme si le réel était là et le scientifique ôte la couverture et montre le réel en tant que tel. Ça me semble très naïf et ça ne me semble pas être corroboré par l'histoire des sciences. Donc je crois que nous sommes quand même pris dans une mouvance commune avec les artistes, les poètes et les écrivains qui consiste à inventer quelque chose. Mais à inventer quelque chose avec des contraintes. Et ça, c'est le deuxième volet de l'articulation, c'est que quand même, le monde n'est pas une pure convention.
le monde n'est pas forcément ce qu'on aimerait qu'il soit, et quelque chose s'impose à nous, parfois avec violence. Il y a de l'extériorité, tu vois. Et ce qui, moi, me bouleverse en fait dans la science, c'est que on peut être amené à aller là où nous ne souhaitions pas aller. C'est qu'une intuition, qu'il s'agisse d'une équation, d'une expérience, d'une observation, bien sûr, elle émane toujours d'un désir, d'un archétype, d'une attente, d'un rêve. Mais quand on mène le calcul à son terme, ou l'observation à son terme, on est parfois conduit vers la découverte de structures mathématiques, ou d'objets physiques, ou d'entités astronomiques, qui n'ont absolument rien à voir avec les schèmes qui au départ nous avaient inspirés, ou nous avaient conduites à penser telle ou telle chose. Et en fait, le monde est toujours plus riche, plus... pas forcément plus harmonieux en fait, mais même dans son chaos, il y a quelque chose de toujours plus étrange et élégant que ce qui était présupposé, je crois. Ouais. Et du coup, en cours, tu dis souvent que la vérité, elle est inatteignable, que c'est les théories d'aujourd'hui qui sont démontrées, c'est souvent c'est la plus fausse la moins fausse de toutes. Oui, la moins fausse. Oui, pas la fausse. Et est-ce que du coup, cette recherche à la vérité, s'il n'y en a pas vraiment une, est-ce que c'est pas absurde ? Oui, je suis content que tu parles de ça parce que c'est un sujet qui est extrêmement clivant et sur lequel il y a une crispation absolument incroyable, comme d'ailleurs, hélas, dans presque toutes les thématiques du débat public contemporain, où finalement nous sommes enjoints à choisir un camp dans ce qui n'est plus un affrontement d'idées, mais une sorte de bataille de personnes, souvent tout à fait regrettable. Voilà. Et pour cette question de la vérité en science, comme pour toutes les autres questions qui innervent aujourd'hui le débat public, moi je pense que face à ces différents camps qui s'affrontent, la véritable résistance, en fait, c'est la nuance radicale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas se positionner de façon subtile sur ces questions. Parce que d'un certain point de vue, évidemment que la vérité existe souvent. Évidemment que de savoir ce que tu faisais avant cette petite interview, ce que je ferai dans une heure, sont des questions claires auxquelles il y a des réponses vraies et des réponses fausses. Il n'a jamais été question pour moi, ni d'ailleurs pour aucun des philosophes que je cite de façon récurrente, de nier l'existence de la vérité. Ça serait stupide. Un monde sans vérité serait à la fois immonde, invivable et dangereux. Et bien sûr que la science cherche la vérité, parce que quand on fait une expérience, on ne veut pas faire d'erreur de mesure. On veut la vérité de la monstration de ce qui est étudié. Quand on résout des équations d'une théorie, on ne veut pas non plus faire des approximations erronées. Donc bien sûr, la vérité existe et c'est un guide. Mais ça, c'est la vérité en un sens atrophié. Si maintenant on pense à la vérité avec un grand V, tu vois, la vérité universelle, la vérité cosmique, presque la vérité divine en quelque sorte, ça en effet c'est autre chose. Et je crois que la science ne l'atteint jamais et ne s'en rapproche même pas en fait. Parce qu'elle s'en approche d'un point de vue technique. Évidemment, on prédit de mieux en mieux les phénomènes. Mais pour autant, chaque théorie est infiniment loin de la précédente et de la suivante. Par conséquent, on ne peut pas vraiment dire qu'on se rapproche de la vérité. Du point de vue de l'ontologie, c'est-à-dire de l'être en tant qu'être du réel, chaque révolution est une réécriture de la grammaire du réel. Donc comment pourrait-on se rapprocher de la vérité alors même qu'à chaque fois nous sommes infiniment distants de ce qu'il y a devant et de ce qu'il y a derrière? Et ça, tu as raison, ça peut faire un peu peur ou ça pourrait laisser croire que cette démarche est vaine. Moi je crois au contraire que ça fait partie de sa grandeur en fait. C'est que le sens n'est pas préexistant, tu vois. Je crois que le sens s'invente avec la partie. Je crois que trouver le sens du jeu fait partie des résultats de la partie que nous sommes en train de jouer. Il faut que nous trouvions notre propre sens. Et cette manière de composer avec l'instable, avec le fugitif, et même avec le multiple, et ça d'ailleurs je pourrais argumenter là-dessus, à mon avis, c'est exactement la grandeur, la beauté et même la dignité de la science contemporaine. Donc ne pas toucher la vérité, à mon sens, ça ne discrédite pas du tout la science. Je crois que c'est vrai que nous ne touchons pas la vérité, il ne faut pas mentir au nom de la vérité, et néanmoins ça ne signifie d'aucune manière que la science n'a pas de sens, qu'elle ne sert à rien, qu'elle ne dit rien d'utile. Au contraire, elle a conscience de ses limites, de sa finitude, de sa fragilité, de sa temporalité, de sa contextualité, mais c'est sa grandeur ça. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres champs cognitifs, hein. Les arts le savent aussi. Ils n'en sont pas moins dignes. Et est-ce que t'es philosophe et je vais un peu changer de champ de la vérité et tout ça, mais est-ce que être philosophe et scientifique,
ça fait pas une dualité qui est complexe à vivre? Tu me demandes si je suis pas schizophrène, quoi. Alors, si, sans doute. Alors d'abord... Est-ce que c'est pas... Oui. Enfin, la science, bon, en gros, c'est rationnel avec des chiffres et des démonstrations. Et philosophe, c'est plus l'esprit qui travaille et qui se torture un peu à savoir qu'est-ce que la personne... Enfin, qu'est-ce qu'on est au final. Alors écoute, d'abord, je ne sais pas ce que je suis. Tu as dit, j'en suis plutôt flatté, hein, que j'étais scientifique et philosophe, mais je ne sais pas en fait. Moi, je suis Aurélien Barraud. Non mais c'est vrai, je suis quoi d'abord? Je suis un être marchand, un être pensant, un être aimant, un être parfois détestant, c'est assez rare en fait chez moi, mais ça doit pouvoir m'arriver, un être souffrant, ça c'est moins rare, voilà ce que je suis. Il se trouve que je fais un peu de physique, je fais un peu de philosophie, je fais même un peu de poésie, mais finalement comme tout le monde, je crois qu'on est tous extrêmement protéiformes et je ne le suis absolument pas plus qu'un autre en réalité, peut-être même moins hélas. Et c'est vrai ce que tu dis. Ça peut convoquer des modes d'être très différents, mais d'abord c'est pas systématique. C'est-à-dire que je pense que l'image d'Épinal, tu vois, la science est du côté de la raison et la philosophie serait plus du côté, je ne sais pas, peut-être de la passion ou de l'intuition ou de l'intellection. C'est parfois vrai, je ne conteste pas ton propos, mais c'est pas toujours vrai. Parce que finalement, la raison c'est quoi? Est-ce qu'on a une définition universelle de la raison? Il y a beaucoup de peuples humains qui sont parfaitement raisonnables, en tout cas qui se considèrent comme tels, et qui ne pratiquent pas du tout la pensée scientifique. Qui serais-je pour définir de façon universelle ce qu'est la raison, et pour dire la science est la raison? Alors j'entends bien ce que tu voulais dire, c'est que ce n'était pas la raison en tant que telle, c'était une forme particulière de raison qui utilise, comme sur ce tableau, des équations et des chiffres. Mais même ça, c'est pas si vrai, parce que, tu vois, d'abord il y a des sciences expérimentales, des sciences observationnelles, et finalement même dans les chiffres, il y a une poétique propre de la mathématique, qui fait que faire des calculs, ce n'est qu'une infime partie. L'essentiel souvent, c'est avoir l'intuition d'une structure, c'est avoir l'intuition d'une autre manière d'interroger, de faire fonctionner, de mettre en branle, de mettre en mouvement comme ça le réel auquel on s'intéresse et plus exactement que l'on affronte. Donc la seconde partie de ma réponse, ça serait de dire que je ne suis pas certain en fait que ce soit si différent que ça. Et la troisième partie de mon argumentaire improvisé, ça serait de dire que, en fait, quand bien même ça serait le cas, parce que ça l'est parfois, en effet, il m'arrive de pratiquer un peu de poésie, et même de jouer un tout petit peu de piano, bien que horriblement mal. Et là c'est vrai, bien sûr que je n'écris pas un texte poétique comme je fais de la physique. D'ailleurs c'est incroyable, hein. Moi il y a des gens qui m'ont cherché des noises sur quelques poèmes que j'avais écrits parce qu'ils étaient scientifiquement ineptes. Je trouve ça complètement dingue que certaines personnes soient atrophiées dans leur âme au point de penser que tout doit fonctionner scientifiquement. Bien sûr qu'un article de physique, je m'impose des règles de rigueur de tout scientifique, mais enfin c'est quand même fou de devoir nous imploser comme ça dans un seul monde. Et donc en effet, tu as raison, il y a différentes manières d'arpenter le réel, et moi je trouve pas ça du tout inquiétant en fait. Je trouve que ce qui m'inquiéterait moi, tu vois, ce serait qu'on découvre demain que le monde est unique, qu'il n'y a qu'un monde en fait. Et moi je crois pas qu'il y a qu'un monde. Je crois qu'en ce moment, pour moi, tu es une étudiante qui me pose des questions, mais pour les bactéries qui sont sur ta peau, tu es le monde en fait. Et pour, je ne sais pas moi, et pour l'insecte que peut-être tu vas écraser tout à l'heure, tu es la fin du monde. Donc je crois qu'en fait, nous sommes tous extrêmement multiples, et cette croisée de multiplicité, ça me semble plutôt enivrant que déprimant en réalité. Mais c'est vrai que pour ça, il faut aller bien. Quand on est triste, quand on a peur, quand on fait face à l'angoisse, cette multiplicité, elle peut être extrêmement déstabilisante et parfois même dangereuse. C'est comme ça. Ok. Et aussi, enfin, cette double dimension, pas sur les domaines professionnels, mais plus sur votre vie, enfin sur ta vie. Est-ce que l'étude de l'univers qui s'expand en plus, qui est immense et très large, et ta vie journalière de tous les jours, est-ce que c'est pas un monde un peu parallèle? Ce que tu veux dire, c'est que ma vie journalière n'est pas large du tout, c'est ça? Non, mais je veux dire, dans un esprit plutôt étriqué, dans une vie qui vit... Donc tu es en train de dire qu'en plus mon esprit est étriqué. Très bien. Tu as une vision du monde unique, ouais. Et dans une vision très globale qui englobe beaucoup plus que notre planète. Et... Oui.
Écoute, bien sûr que cette disjonction, elle existe et qu'il faut faire face à ces contradictions internes. Et Dieu sait que les contradictions, beaucoup me traversent. Ils nous traversent tous, mais alors là, peut-être un peu plus pour moi que pour d'autres. Et c'est dur, en fait. Et bien sûr que ça pose problème. Mais en même temps, moi, je crois que chercher la non-contradiction, chercher la clarté absolue, chercher la cohérence à tout prix, c'est perdre trop. Parce que qui pourrait, je ne sais pas moi, aimer comme on fait des mathématiques? Ça serait un bien piètre amant. Qui pourrait regarder, caresser son chien de la même manière qu'on construit un télescope? Ça serait un bien piètre maître ou ami, comme je préfère dire, des animaux. Je crois que en permanence, on est traversé par des modes d'être multiples. Et le fait de travailler, comme c'est mon cas effectivement, sur la physique du Big Bang, sur l'origine de l'univers, sur la structure des trous noirs, en fait ne me donne aucune légitimité particulière, ni illégitimité particulière, pour ce qui concerne les rapports humains, pour ce qui concerne la capacité à la fois d'émerveillement et de révolte face aux atrocités et aux merveilles que nous traversons. Et donc je crois que c'est vrai, il y a de la schizophrénie scientifique. Parce que, par exemple, je vous ai appris en cours que la Lune ne tournait pas autour de la Terre parce qu'une force l'attirait, mais parce que l'espace était courbe. Et moi, je me pose souvent la question, quand je regarde le ciel, est-ce que je pense comme je vous apprends à penser? C'est-à-dire que, est-ce que, en fait, je suis capable d'intégrer dans mon inconscient cette manière de reconstruire le réel, qui est celle que nous a appris Einstein et que j'ai essayé de vous enseigner en cours? En fait, j'en sais rien, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Tu vois, je crois qu'en fait, ce que je cherche, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de revenir à cette ingénuité, un peu, tu sais, Bergson appelait ça les données immédiates de la conscience. C'est-à-dire essayer d'être capable de percevoir sans conceptualiser. Et ça, en fait, c'est très dur. Hein. Et ça me semble important de ne pas perdre ça. Je sais pas si j'y parviens, mais en tout cas, j'essaye. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de disjonction, tu vois, profonde entre un savoir scientifique ou une investigation scientifique et puis finalement une sorte de laisser aller, de laisser être l'écart, comme dit mon ami le philosophe Jean-Luc Nancy. J'adore cette expression. Laisser être l'écart, tu vois. C'est-à-dire, l'écart, ça veut dire, ça commence par de l'extériorité, ça commence par de l'autre, et nous sommes faits de cet autre. Et donc, oui, l'univers est un autre, mais tu es un autre, et finalement, pour moi, qui ne te connais pas, tu es aussi mystérieuse que l'univers, et ça n'empêche pas des échanges, et ça n'empêche pas qu'il y ait du choix, à la fois dans le rapport à l'autre et dans la disjonction de l'autre. Ok. Tu disais tout à l'heure que tu essayais de nous enseigner ce que tu pensais. Qu'est-ce que ça t'apporte au final de l'enseignement, de transmettre ton savoir? Mais je crois pas que je transmette mon savoir en fait. Moi j'essaye plutôt de transmettre mes doutes. Bon, je donne un peu de savoir parce que sinon mon employeur serait pas content. Mais alors écoute. Enfin, de transmettre les connaissances plus que le savoir. Bon, la vraie réponse, qui est peut-être pas très politiquement correcte, c'est qu'en fait, quand tu fais un travail de chercheur, tu es en permanence aux prises avec des objets qui sont des objets ou des idées ou des modèles qui sont très spéculatifs. Moi, il est tout à fait possible que je passe ma vie à travailler sur des théories qui s'avéreront un jour être complètement fausses. C'est même assez probable finalement. Et donc, c'est même presque certain en fait, d'un point de vue épistémologique. Ouais. Et donc, ça c'est quand même à la fois exaltant, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on est créateur, et donc on ne cherche pas que la vérité. Et en même temps, évidemment que c'est frustrant, parce que tu te dis, j'ai peut-être passé 30 ans ou 40 ans de ma vie, enfin pas encore à ce stade, mais quand je serai un peu plus vieux, à élaborer quelque chose qui s'avère en fait être insensé. Quand tu fais court, là, tu es sûr d'avoir pas perdu ton temps. Quand à la fin, et ça va être le cas la semaine prochaine, je vous demande un retour sur l'enseignement, moi je suis toujours étonné, j'ai l'impression d'avoir fait des trucs nuls, mais en fait presque tout le temps j'ai 250 personnes qui me disent ben, c'était bien en fait, voilà, il s'est passé quelque chose, ça a transformé quelque chose, mais ça honnêtement, je suis désolé c'est peut-être un peu prétentieux, hein, mais ça me fait un plaisir, mais inouï, parce que je me dis ben ça quand même, je ne l'ai pas complètement perdu, quoi. Peut-être que je fais des choses complètement ineptes dans mon travail de recherche, peut-être que je m'entête à calculer des effets de pré-Big Bang alors qu'en fait il n'y a jamais eu de pré-Big Bang, mais quand un étudiant me dit 3 ans après que je le croise dans la rue, bah, vous savez, vous m'avez ouvert l'esprit et en fait, bah, grâce à vous, le monde est un peu plus riche
je m'en fous que ce soit grâce à moi en fait, hein, mais d'avoir contribué à ça, d'avoir passé du temps pour ça, en fait, pour être juste honnête, je me sens heureux. Je me dis, ben voilà, cette vie n'a pas complètement aucun sens en fait. Donc en fait, pour moi, c'est extrêmement important. Mais pas au sens, tu vois, je suis content parce que grâce à moi, elles connaissent la relativité générale. En fait, je m'en fous un peu de ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'il reste quelque chose d'une espèce de remise en cause permanente qui ne soit pas nihiliste. C'est ça que j'essaye de construire, tu vois. Un doute, mais un doute qui ne mène pas au grand néant, qui ne mène pas à une sorte d'enfer, mais à un chaos constructif. Et quand ça marche, je suis heureux. Et puis en plus, les étudiants m'apprennent énormément de choses, en fait. Parce que dans les questions, les objections, les discussions, je vois aussi mes faiblesses qui sont immenses, en fait. Donc ça fait presque un peu démagogique comme réponse, mais c'est juste vrai, en fait. Voilà. Donc pourquoi ne pas le dire? Ok. Pour encore changer de thème, est-ce que tu as déjà fait des découvertes, enfin, compris un phénomène qui n'était pas encore compris, ou carrément imaginer quelque chose qui n'avait pas encore été imaginé et le démontrer par des formules ou même pas des chiffres, autre chose? Enfin, quel sentiment ça te procure? Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Comment est-ce qu'on trouve en fait quelque chose qui est même pas pensé encore? Mais bien sûr, je t'annonce officiellement que j'ai révolutionné l'univers et que le sentiment est absolument orgasmique. Non, plus sérieusement, non, bien sûr, ça serait très prétentieux. Je ne vais certainement pas répondre, oui, j'ai fait des découvertes majeures. En fait, je n'en sais rien. Par exemple, une. Bah, écoute, le problème, pas une si tu veux... découverte, mais oui. un commencement, une piste, quelque chose qui n'est pas forcément prouvé et dit voilà, vérité, voilà. mais quelque chose où tu travailles dessus et c'est... Oui, voilà, c'est exactement effectivement la nuance que j'allais apporter. C'est-à-dire que comme on travaille sur je travaille sur des domaines très spéculatifs, tu vois, on ne peut pas se dire j'ai une idée, 6 mois après je fais l'expérience et donc 1 an après je sais est-ce que l'idée était bonne ou est-ce qu'elle était mauvaise. Quand tu essayes de comprendre la gravité quantique, donc comment conjoindre les deux théories les plus profondes de la physique, ce que fait par exemple Carlo Rovelli, le génial physicien de Marseille, ce que font par exemple aussi les théoriciens des cordes, et moi je suis un utilisateur de ces schèmes conceptuels pour essayer de les appliquer à l'univers et de comprendre ce qui s'est passé autour du Big Bang. Ce sont des choses tellement difficiles, enfin non pas qu'elles soient plus difficiles que le reste, mais tellement abstraites et tellement loin de notre capacité d'expérimentation actuelle qu'on ne pourra juste pas faire une expérience dans 6 mois pour savoir si j'étais ou pas sur la bonne voie. Et donc du coup, ton seul guide quelque part, c'est la cohérence interne. Donc tu as une idée, d'abord tu fais des calculs, tu te convaincs toi-même que l'idée a du sens. Donc très récemment, avec mes 2 étudiants en doctorat, cet été, j'ai eu l'idée que peut-être on pourrait avoir des ondes gravitationnelles, donc des petites perturbations de l'espace comme ça, qui viennent d'avant le Big Bang. Parce que je me suis rendu compte qu'il se passe un truc incroyable dans l'univers en contraction, c'est que des événements qui sont plus loin apparaissent en fait comme plus près. C'est-à-dire que si tu prends un événement qui a eu lieu très tôt dans le passé, eh bien en fait tu vas le voir plus lumineux que s'il avait eu lieu juste avant toi. Ce qui est quelque chose de très très bizarre finalement, parce que si une étoile est loin, normalement tu la vois moins bien. Donc là, pour le dire de façon très caricaturale, je me suis rendu compte qu'une étoile qui est loin, en fait on la voit plus brillante qu'une étoile qui est proche, dans un univers en contraction. Ce qui m'a étonné, on a fait des calculs, on a regardé et on a eu une idée originale pour voir des signaux qui viennent d'avant le Big Bang. Moi j'étais tout excité, hein. L'article vient d'être accepté d'ailleurs aujourd'hui pour publication dans Physical Review, c'est génial, ça me donne un enthousiasme immense. Maintenant, si on veut être honnête, est-ce que je crois que vraiment cette idée va nous permettre de voir avant le Big Bang et qu'une révolution va advenir grâce à ça? Je dirais que la probabilité est infime. Elle est dérisoire. Il est beaucoup plus probable que cette idée s'avère soit inutilisable, soit que le modèle qu'elle essayait de mettre en exergue s'avère lui-même infondé, et que donc elle passe, comme beaucoup d'autres aux oubliettes de l'histoire. C'est de loin ce qui a le plus de chances d'advenir. Mais, en effet, même si tu ne sais pas en fait, si tu as fait une découverte, mais au moins tu as une idée originale. Tu as pensé à quelque chose que personne d'autre avant n'avait envisagé. Tu as fait le calcul, tu l'as publié, tu l'as diffusé, tu l'as exposé à des collègues qui ont dit « Ah oui, tiens c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça ». Bien sûr, je ne suis pas Einstein, c'est une évidence, et je ne connais pas non plus d'Einstein d'ailleurs. Mais
tu as apporté epsilon, tu vois, epsilon en maths, c'est le terme pour lequel on désigne l'infiniment petit. Donc tu as apporté un infiniment petit à cet édifice des possibles. Moi j'appellerais ça plutôt des possibles que de la connaissance, tu vois. J'aime bien que ça reste comme ça un peu instable. Bah ça oui, c'est juste incroyablement réjouissant en fait. Mais il faut rester modeste. Ouais. Alors, c'est pas, moi j'appellerais pas ça une grande découverte évidemment. Ok. Est-ce que j'ai encore... Mais en fait, quand j'écris, tu vois, quelques lignes d'un poème ou d'une lettre à quelqu'un ou d'un livre, je me sens encore plus heureux en fait. Je trouve que ça contient quelque chose, pour moi aujourd'hui, à ce moment de ma vie, presque d'encore plus magique qu'une équation qui fonctionne bien. Ouais. Et c'est personnel, et je n'ai évidemment aucun reproche ni grief contre les collègues qui préfèrent en rester aux pures mathématiques. Mais le temps passant, cette impression quand même que le réel n'est pas purement mathématique, pas purement physique, se fait de plus en plus clair en moi, et j'ai envie d'apporter aussi des epsilons autre part. Et aujourd'hui, ça m'apporte encore plus finalement de satisfaction. Ok. Et d'insatisfaction aussi d'ailleurs. Okay. Et d'écrire, enfin, tu as écrit plusieurs livres. Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est un aboutissement? Est-ce que c'est une réflexion que tu mets sur papier? Est-ce que c'est très important? Est-ce que ça l'est moins? Bah, un aboutissement, certainement pas. C'est toujours un départ. Écoute, on va le dire comme ça. La langue, c'est un système extrêmement contraint. La grammaire, l'orthographe, la syntaxe posent des règles incroyablement strictes. Moi, je les trouve finalement beaucoup plus strictes qu'en mathématiques, tu vois. En mathématiques, si tu veux inventer un groupe, un anneau, ce sont des structures mathématiques, un corps, un magma qui a telle ou telle propriété, mais quasiment tu as qu'à l'écrire et il existe, tu vois. En mathématiques, tu es Dieu. Tu écris quelque chose, pour peu que tu respectes les lois de la logique et la théorie des ensembles, hop, la chose existe, du simple fait que tu l'aies écrit. La prescription est performative en mathématiques. En grammaire, c'est très différent, tu ne peux pas inventer un mot. Tu peux le faire, mais tu peux le faire rarement, tu dois le faire avec parcimonie. Quand tu le fais, c'est une violence à la langue. Et il faut être doux avec la langue. Il faut que les violences viennent subrepticement. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans l'écriture. Tu as un système qui est incroyablement contraint, et pourtant, il est encore possible de recréer le monde, quoi. D'inventer un univers radicalement nouveau, extrêmement autre, à la fois en écho à ce qui existe, mais en disjonction radicale avec tout ce qui a été fait, alors même que nous n'avons finalement que peu de mots à disposition et que peu de moyens de les agencer. Et cette création sous contrainte, avec une contrainte drastique, je trouve ça beau. Ouais. Donc, enfin, quand même, tu as fait des ouvrages qui sont publiés, qui sont finis. Enfin, je sais pas, ça procure pas quelque chose de mettre un projet vraiment en matière, quelque part. Non, franchement, c'est anxiogène, ça, tu sais. Quand tu reçois... Regarde, j'ai reçu il y a quelques jours, voilà, mon dernier gros livre de philosophie, Chaos multiple. J'ose pas l'ouvrir. Et c'est pas de la fausse, c'est pas du maniérisme, hein, pour faire semblant de « Ah, j'aurais pu faire mieux ». Non, c'est vraiment sincère. J'ai relu les épreuves cet été, j'ai été horrifié. Je me suis dit, mais quand je pense qu'il y a des gens qui vont lire ça, les pauvres, j'aimerais pas être à leur place. Donc, tu sais, le côté œuvre achevée. Voilà. Le livre est imprimé. Tu ne peux plus rien modifier. Moi, je trouve ça terrifiant, en fait. Hein, vraiment terrifiant. C'est pas une posture, tu vois, un peu d'artiste qui se dit « j'aurais pu mieux faire, mon travail, en fait, n'est pas à la hauteur ». Non, non, c'est tout à fait réel et c'est pas du tout fantasmé. Une fois que c'est fait, c'est très angoissant. Parce que moi, ce que je trouve beau dans la pensée, c'est son caractère malléable, le fait qu'elle est, comme disait Héraclite, tu vois, un flux de devenir. C'est que quand tu publies un article en science, c'est pas très compliqué de publier un article suivant qui va venir le corriger, l'infléchir, le poursuivre. Et même si tu te rends compte que ton hypothèse n'est pas tout à fait exacte, c'est pas grave. Le travail d'après consistera à améliorer l'hypothèse et à poursuivre le geste. Mais tu peux pas faire ça sur un poème. Tu peux pas dire « Attendez, là je me suis trompé, je republie le poème avec un mot à la place d'un autre ». Effectivement, tu as raison. Quand il est publié, il est figé pour l'éternité. Et même si personne ne lit, parce qu'en poésie, et là c'est généralement ce qui se passe, en philosophie aussi, quand même il est là pour toujours, complètement ossifié, tu vois. Et donc il est mort quelque part.
Donc bien sûr, je le fais, hein, donc je ne peux pas cracher dans la soupe et dire je ne souhaite pas le faire, sinon je ne le ferai pas. Donc bien sûr qu'il y a toujours un tout petit plaisir narcissique à te dire voilà, je suis l'auteur de ce bel objet-là. Mais ce plaisir est infime par rapport à l'angoisse abyssale que constitue le fait, non pas que ce soit lisible par d'autres, moi j'ai pas de problème avec ça, je veux dire ce que je fais, j'aime qu'on le voit, peut-être que tu mettras en ligne cette interview, ça ne me pose aucun problème. Mais ce qui me pose problème, c'est pas que ce soit diffusé. Je trouve ça plutôt normal finalement et je n'ai pas cette fausse modestie de l'intime. Quand on a un geste intellectuel, montrons-le, c'est tout à fait correct. Mais c'est le fait que l'évolution ne soit plus permise et que tout pourra être décontextualisé, réutilisé et que ça t'échappe absolument. Tu le donnes comme un matériau à d'autres. C'est un geste généreux, mais c'est aussi un geste dangereux. Et maintenant, ce qui adviendra n'est plus en ton contrôle. Au final, il vaut mieux parler aux élèves et qu'ils en tirent quelque chose que d'écrire quelque chose qui est figé. Mon expérience, c'est que bien que globalement, je pense m'entendre très bien avec tout le monde et j'ai vraiment des retours globalement hyper enthousiastes sur ce que je fais, donc ça me touche énormément. Mais il y a quand même quelques très rares personnes, très rares, hein, mais quelques-unes, qui ont été absolument horripilées par mes livres parce qu'ils trouvaient que quand même j'interrogeais un peu la science, et la science, faut pas y toucher, il faut juste dire que c'est parfait, ce que je ne ferai jamais, parce que je ne pense pas ça. Alors que ça n'est jamais arrivé avec un étudiant. Parce que vous savez qu'en cours, je vous invite à me contredire. Je vous dis tout le temps, ne me croyez pas, non seulement poser des questions, mais même faites des objections. Et que c'est ce que j'attends des étudiants. Et vous le savez, parce que je vous le dis, et parce que quand on parle, c'est une évidence. Mais quand tu écris, tu as forcément un ton un peu péremptoire. Tu vois, Jacques Derrida, le philosophe, parlait de l'archi-écriture, parce que quand tu écris, tu ne vois pas l'autre. Un livre, c'est une lettre à la mer, c'est une bouteille à la mer. C'est-à-dire que tu n'as aucune idée de l'état d'âme, de l'état d'esprit, de la bienveillance ou de la malveillance, des connaissances, des attentes. Là, quand je te parle, si je te dis quelque chose qui t'agace un peu ou avec lequel tu es en désaccord, je vais le voir. Tu vas infimement froncer les sourcils. Ou si je te caresse dans le sens du poil, tu vas sourire. Donc il y a des choses infimes dans le visage de l'autre. Emmanuel Lévinas parlait comme ça de l'effraction du visage de l'autre, qui fait que même si je regarde à la dérobée, j'ai une idée de ce qui est en train de se passer. Quand tu écris, tu ne sais absolument pas à qui tu parles. Le récipiendaire de l'écrire est toujours infiniment loin. Tu parles à un extraterrestre, tu parles à un autre monde, et donc il y a un risque, et ce risque arrive systématiquement, qu'une infime proportion des lecteurs te mécomprennent radicalement, et tu ne pourras rien y faire. C'est perdu. Et c'est vrai que quand même cette idée me fait un peu peur. Tant pis, c'est un risque qu'il faut prendre, hein, et c'est pas si grave après tout. Ce n'est que du débat d'intellectuels. Quand on voit les guerres qu'il y a dans le monde, la famine et les réfugiés qu'on laisse mourir devant nos frontières, je ne vais pas me plaindre parce que quelques physiciens ne m'ont pas compris. Ça serait indécent après tout. Mais dans cette sphère-là, ce risque existe. Ok. Et la poésie, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte autre que dans la vie de tous les jours, dans ton domaine scientifique, dans ta profession? La poésie, c'est la cohérence. La poésie, c'est la rigueur. Hölderlin, le grand poète qui nous enjoignait à habiter poétiquement cette terre, disait la poésie, c'est le calcul. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'aime pas du tout l'image suivant laquelle, tu vois, la science, ça serait la rigueur des calculs. Et parfois on parle de licence poétique, pour dire, oh, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est beau, c'est une licence poétique. Ah, ça, je déteste absolument. Je pense que la poésie, c'est le contraire de ça. Ça n'existe pas, la licence poétique. Moi, tu sais, dans un article de physique, si tu changes un mot par un autre, c'est pas très grave, hein. L'article va rester essentiellement le même. Dans un poème, si tu changes un mot pour un autre, le poème est mort, il est complètement mort, il est effondré. Donc je crois que la poésie, c'est le lieu de l'hypertrophie, du caractère paroxystique de l'irremplaçabilité. Tout est exactement à sa place. Il n'y a pas de jeu dans le poème. Tu vois, dans un film ou dans un roman, souvent tu changerais un tout petit peu une séquence, tu changerais un petit peu une phrase, l'œuvre serait peut-être moins bonne, mais elle perdurerait pour l'essentiel en tant qu'œuvre. Dans un poème, si tu changes une virgule, je suis persuadé que le poème n'a plus aucun sens.
Et c'est ça qui m'intéresse dans la poésie, en fait. Et bien sûr, après, tout le fait que son mode cognitif, son système référentiel soit très différent de la physique, ça c'est une évidence, mais ça tout le monde le sait. Et bien sûr que ça suscite aussi des émotions qui sont immenses. Et moi, quand je lis Jean Genet, Antonin Artaud, Pier Paolo Pasolini, ça peut me provoquer un état de béatitude absolue, tu vois. Et j'aime bien les poètes maudits, et ça aussi, c'est pas une posture, il faut le faire pour se donner un genre. Enfin, il y a peut-être un peu de ça, en fait, j'en sais rien, mais c'est pas principalement ça. C'est parce que Genet, par exemple, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau de perfection du langage qui est, pour moi, quasiment divin. Je ne suis pas croyant, en fait, mais là, si Dieu existait, ça ressemblerait peut-être un peu à ce niveau d'agencement des mots qui est juste d'une sublimité absolue, et pour autant, il dit des choses affreuses, en fait. Parfois, ces mots, littéralement, sont très dérangeants. Et cette espèce de disjonction entre la béatitude de l'écrire et la dimension infernale du dire qui se conjoint dans le poème, je me sens en vie, quoi, après avoir lu ça. J'ai l'impression d'exister. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est tout. Je pense que j'ai rien d'autre à poser. Merci. Merci à toi.